Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce nouveau jour. Nous te bénissons, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais pour nous et dans nos vies. Tu nous as ramenés après un petit voyage dans de bonnes conditions. Tu nous permets d'être encore là aujourd'hui, après quelques petits problèmes à la radio ici, pour être en direct, Seigneur. Nous bénissons ce moment où les portes agissent. Nous prions pour ceux qui nous écoutent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, chers auditeurs. Ça fait plusieurs jours que nous n'avons pas écouté en direct, n'est-ce pas, des problèmes du signal au niveau de Bankolo. Hier, nous avons voulu, et malheureusement il y a eu des petits soucis, mais dimanche vous nous avez écouté, même si c'était la rediffusion. Vous avez écouté la vérité sur le World Trade Center, pour ceux qui ont bien écouté l'émission, la vérité sur le World Trade Center. Et c'est dommage, hein, vous comprenez qu'il y a une autre théorie, la théorie du complot, c'était pas les avions qui avaient frappé le World Trade Center, les gens ont préparé leur coup, les bombes sont parties de la fondation, le bâtiment, pour ceux qui ont écouté, n'est-ce pas, a été détruit comme c'était une véritable démolition. Le monde entier, je veux dire, le monde est bizarre, les gens sont prêts à sacrifier leurs semblables pour des intérêts peut-être économiques, financiers, et même pourquoi pas vous préparer l'avènement d'un leader mondial comme nous le savons déjà. Bonjour à vous, si vous nous écoutez, faites-nous sur 677 40 47 22, 677 40 47 22, 699 94 60 53. Est-ce que vous êtes là ce matin? J'ai eu quelques deux bonjours qui m'ont tiré du lit, j'étais bien content parce qu'à un moment, le sommeil devenait de plus en plus sucré, ce n'est pas toujours donné de se lever à 3h55, 4h, être ici tous les jours. Mais il y a Théo, quand le téléphone a sonné, j'ai vu Théo, j'ai bondi du lit, il était presque 4h18. Bonjour Maman Dorothée, 677 40 47 22, 699 94 153. Vous écoutez bel et bien Maranatha, nous émettons en direct la 93.8, c'est depuis Batamakolo. Casmi, tu es quand même du place, qu'est-ce que tu es près de l'autre côté? Pas encore, cale ton micro. Sérève, bonjour. Bonjour Pasteur Franklin, bonjour à tout le monde. Tu vas mieux ce matin par rapport à hier ou par rapport au dernier jour? Oui, je vais mieux, par la grâce de Dieu. Ça n'allait pas quand nous étions BAM, le BAM et Kim, le grand BAM, ça a été de ça n'allait vraiment pas, mais là difficile, maintenant, très compliqué. Là maintenant, je vais bien. Tu vas bien ou tu vas mieux? Ah, je vais bien, je vais mieux. Les deux, mieux, bien. C'est pas toujours facile de te voir dans une certaine situation, dans certaines conditions. Quand tu es déjà prêt, quand tu es gagné du plaisir, bonjour. Bonjour Pasteur Franklin, bonjour à vous, à tous ceux qui sont avec toi là-bas. Tu as suivi la mise en onde aujourd'hui, supervisé par l'homme au doigt d'or, comme on dit, Serge V, qui est plus géant que toi. Hein? Il faut que peut-être il me transmette cette autre onction. Ah bon? Tu n'es pas fatigué des oncions, Casmi? Si au moins je peux avoir des doigts en argent. Ah, l'argent. Essayer un peu de me rapprocher de lui. Donc c'est toujours un plaisir de se faire assister par des grands techniciens. Donc bonjour à vous, bonjour au frère Théo, bonjour à Maman Dorothée, à Junior, bonjour au pasteur Duplessis qui n'est pas là ce matin. Et à tous ceux qui vont nous recevoir du côté de l'étranger, je pense au Bénin, la Côte d'Ivoire, le Gabon, l'Italie, la France, l'Allemagne. Bon, ils sont nombreux. L'Ukraine même. Le Tchad. Le Tchad. Il y a un frère tchadien qui a publié
un message que j'ai apprécié sur le forum, parlant, je crois qu'il parlait de l'Afrique qui a été une grande bénédiction, une grande bénédiction. Nous annonçait pas le pire, est-ce que le poste disait, tu as lu cela? Oui, je crois avoir lu à plusieurs reprises, plusieurs personnes ont déjà publié. C'est le jeune africain, le jeune a été chez nous, on l'a reçu une fois, grand gars, il est ingénieur informaticien et son père a été un grand médecin en vie encore, au Tchad, il a travaillé avec l'OMS, je crois. Moi, je lui dis bonjour. L'OMS qui veut vraiment mettre l'Afrique à terre. Les gens pensent que l'OMS a souvent aimé l'Afrique, ou a toujours aimé l'Afrique. Bref, bonjour à ceux qui nous font signe là. Il y a le 25 73, le dernier chiffre. Il y a le 88, 84 qui nous fait signe là. C'est la personne qui veut intervenir en direct. Aujourd'hui, c'est antenne libre. Donc, nous vous disons déjà, soyez prêts. Avant de continuer par un autre thème, on va boucler la boucle aujourd'hui. À notre niveau, ce n'est pas encore fini dans le monde avec cette histoire de coronavirus. Je crois que on évoquera souvent, mais on ne fera plus. On a fait 2 ou 3 émissions là-dessus. On n'en parlera pas longtemps, sauf si on aborde, et je suis à réfléchir là-dessus, l'eschatologie, la fin des temps. J'ai reçu une vidéo hier de l'Ouganda qui m'a beaucoup marqué. C'est un film de la BBC, pour ceux qui sont sur le forum. Moi, je ne comprenais pas l'anglais. Il y a des gens qui... Bon, peut-être c'est tout insistant. Je croyais qu'il voulait intervenir. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de good money ou ne sais pas quoi. Mais c'est une vidéo où très souvent les Illuminati ou je ne sais pas, les gens de, comment on appelle encore, le Bilderberg. Tu en parles de... Bilderberg. Comment on prononce ça? Bilderberg. Oui, on parle de 130 individus qui dirigent le monde, qui se retrouvent souvent, je crois que j'avais mis, on ne les filme presque jamais. Les journalistes ont essayé de se glisser quelque part et très souvent après les réunions, quelqu'un qui les a visités quelques jours, quelques mois après, ou quelques années ou plus tard, 1, 2 années plus tard, il devient président. Je crois que je n'ai plus ça, je n'ai plus la vidéo ici. C'est eux qui décident, ils ont l'intention de réduire la population mondiale à peu près 90%. J'avais le documentaire, je vais le retrouver, parce que avant, sur une autre radio, on avait préparé pendant longtemps une série d'enseignements sur la fin des temps. Malheureusement, je ne sais pas si Casimir peut retrouver un élément comme celui-là, réduire la population mondiale. Il se disait qu'on doit être autour de 501 milliards au lieu du nombre que nous sommes aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui sont inutiles. Tu avais vu la vidéo, je vais regarder ça. En fait, non seulement regarder, j'ai déjà entendu parler d'eux, j'ai même eu à lire des magazines qui parlent d'eux. Mais pour réduire la population, là, vraiment, c'est un gros travail. Hein. Il faut seulement qu'il fasse éclater une guerre. Non, mais c'est pas... meurtrière, même encore que les 2 précédentes. Ce n'est pas un gros travail. C'est pas un gros travail, par exemple, avec le coronavirus. Aujourd'hui, les experts ne parlent plus de guerre mondiale dans le sens des armes, parce qu'on peut traiter quelqu'un de criminel de guerre. Il parle plutôt d'une guerre biologique ou bactériologique où vous pouvez vous trouver en éliminer, n'est-ce pas, environ 1 milliard, 2 milliards d'habitants avec des vaccinations et ça ne ferait du mal à personne. Bon, on comprenait pas ce qui se passe. Tu te souviens, on a vu un élément, c'est qu'on va encore l'écouter aujourd'hui. Ce militaire allemand qui a travaillé en Afrique, qui avait comme seul travail, parmi ses objectifs principaux avec ses collègues, c'était d'injecter le sida aux Africains. Ils ont fait ça dans plusieurs pays, le Mozambique, l'Angola. Bref, nous avons écouté son émission. Donc aujourd'hui, ce n'est plus dans le cadre d'une guerre mondiale tel qu'on le connaissait avant. Il suffit de passer par les vaccinations, des remèdes et on peut avoir un tiers de la population éliminée se lève. Voilà ce qu'ils disent maintenant, voilà ce que les scientifiques, voilà ce que les experts disent. Ça ne coûte pas grand-chose aujourd'hui. Nous avons ce matin le privilège d'avoir un ami, un beau-frère. J'ai voulu qu'il soit là. Peut-être qu'on va écouter son coup de gueule. Il y a quelque temps ici, nous l'avons reçu il y a peut-être 3 ans, non, 2 ans et demi, quand on lançait Maranatha. On parlait à l'époque de la musique. Nous l'avons invité en tant qu'expert. Nous n'avons pas dit qu'il est pasteur comme nous. Nous n'avions pas dit qu'il est pasteur comme nous ou forcément born again comme nous. À l'époque là, nous l'avions comme expert parce qu'il est musicien. Professionnel. Ce n'est pas la débrouillardise. Nous nous débrouillons. Lui, ce n'est pas la débrouillardise. Nous l'avons eu pendant peut-être 2 ou 3 jours, je ne sais plus très bien. Et après cela, il y a quelques jours ici,
Non, c'était au mois de décembre, comme ça, on a reçu son épouse, qui est ma belle-sœur, Mado, qui était notre interprète, qu'on avait comme invité Madame Bissola du Nigeria, parlant du faux prophète Tibi Joshua. Vous savez que Madame Bissola, en passant, a publié, déjà, elle est au 3e ouvrage sur Tibi Joshua, le livre de près de, je crois, le plus petit doit avoir autour de 400 pages. Ça veut dire qu'elle est pleine de ce rêve. 400 pages sur Tibi Joshua, la synagogue de Satan. C'est terrible, elle est au 3e. Je vous dis, aucun livre n'a moins de 350 pages. Ce qu'elle a vécu, les gens qui meurent là-bas, les viols, la pédophilie. Ce matin, nous recevons, il nous accompagne en studio, peut-être, je sais pas, je dois dire, dernière réunion, ou c'est pas émission sur, comment on appelle encore ça, c'est même, j'ai failli dire Ebola. C'est toujours ce virus-là. Serge Mouma, bonjour. Bonjour pasteur et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté de nous accompagner ce matin. Ben, c'est toujours un plaisir. Tu te plains que c'est très tôt. Non, je réalise que c'est très tôt, mais bon, pour une œuvre comme la vôtre, je pense qu'il n'y a jamais une heure qui serait trop tôt. Ah bon? Oui, on dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et très tôt même parfois. Et là, dans le cas d'espèce, je dirais qu'on se lève même pas. Je ne sais pas si c'est tôt. Bref, vous faites bien. Serge, je ne sais pas si on doit encore faire des commentaires cette histoire-là. Les gens en parlent, on en parle tous les jours, on se lève avec ça. Quelqu'un a dit, cessez de m'en parler, cessez de compter les morts du coronavirus. Il y a 9 millions de morts de cancer dans le monde. Et il y a peut-être environ 2 millions, on ne sait pas, j'ai volé les chiffres ici, mais je dis ça comme ça, qui meurent de cigarettes, accidents de circulation, au moins 1,5 million. La grippe, tu as été... 26 millions actuellement sont contaminés, qui ont le VIH. 26 millions, la pauvreté, la misère tue au moins 7 millions dans le monde. Pauvreté, ça veut dire que les gens sont incapables de manger. On ne fait pas tant de tapage. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, pas que j'ai l'impression sur un forum, mais je crois d'autres forums, j'ai dit, il y a les cadavres VIP. Ça veut dire que c'est toi et moi nous mourrons maintenant pour avoir de la valeur, c'est dire comme maître coronavirus. Tu as aussi fait la même remarque? Oui, loin de moi de vouloir faire celui qui nage à contre-courant de façon systématique, mais je veux quand même noter que la communication aujourd'hui est devenue un enjeu majeur. Oui. Et celui qui tient la communication tient le monde. Et depuis quelques temps, il y a des gens qui nous ont considérés comme des chevaux. On a mis des œillères et on nous fait regarder dans une seule direction. Ce qui fait qu'on nous détourne, pour moi, de l'essentiel. Je me méfie des communications à grande échelle sur des faits. Oui. Pourquoi? Parce que le coronavirus, je ne suis pas un nihiliste, je ne dis pas que ça n'existe pas. Nous ne sommes pas nihilistes, mais... Je dis simplement que de la même manière que le coronavirus est là aujourd'hui, il y a des problèmes majeurs à côté desquels nous sommes en train de passer. Oui. Et croyez-moi, pendant que nous sommes en train de passer à côté de ces problèmes majeurs, il y en a qui sont en train d'y travailler. Oui. Et à un moment donné, quand viendra le moment des bilans, on se rendra compte que pendant qu'on regardait tous à gauche, il y a quelques personnes qui regardaient à droite et nous appellerons à un moment donné à regarder à droite et on se rendra compte qu'on a perdu beaucoup de temps. Oui. On a perdu en efficacité, on a perdu du terrain. Mais est-ce que tu ne penses pas, Serge, que les gens... bon, je veux prendre dans le cadre eschatologie, le Félix ne sera pas là, n'est-ce pas? C'est un domaine justement tu ne comprends pas, tu ne maîtrises pas. Parce que je ne pense pas que les gens ont choisi de nous faire regarder à gauche, par exemple. Tu as dit, par exemple, que les gens, la majorité regardaient à gauche, les autres regardaient à droite, n'est-ce pas? Et nous avons peut-être perdu l'essentiel. Parce que tu ne penses pas, après tout ce que tu suis, j'ai vu tes interventions, c'était un forat de famille et autres là, tu as décidé un peu de ne pas voir comme les autres, que les gens ont décidé quelque part de nous amener tous à regarder vers ce côté-là. Oui, c'est exactement ce que je pense. C'est-à-dire que ma conviction aujourd'hui est que il y a des enjeux qui sont au-delà de tout ce qu'on est en train d'essayer de nous énumérer, qui font en sorte qu'aujourd'hui, les gens qui ont un pouvoir de décision, qui ont un pouvoir beaucoup plus fort qu'on ne pense, ont décidé de dire que, bon, écoutez, désormais, nous allons vous faire parler. Parce que si l'on regarde les chiffres, je t'ai entendu parler tout à l'heure des chiffres, mais les chiffres des différentes maladies, et je veux juste relever quelque chose. Il y a une espèce de frayeur collective qu'on est en train de créer aujourd'hui, de psychose, pour nous parler de la transmission du virus. Oui,
c'est très important. C'est-à-dire que si vous entendez ça comme ça, de façon simple, voire triviale, que le coronavirus, si tu ne laves pas les mains, je fais pas ceci, cela, tu vas attraper le coronavirus. On te fait comprendre qu'une maladie qui a été attrapée en Chine se retrouve aujourd'hui au Cameroun, etc., etc. Ça a l'air extraordinaire. Et c'est tellement bien présenté qu'on oublie que s'il y a quelqu'un qui a de la grippe quelque part, mais tout l'environnement sera grippé. Et dès lors que vous prendrez l'avion, vous allez contaminer X ou Y personnes. Et si on fait un test, on constatera que c'est des choses très simples, c'est des choses évidentes, c'est des choses quotidiennes. Oui. On parle par exemple de la grippe ordinaire. Oui. La grippe ordinaire en France, on vous dit que oui, elle tue en France 10 000 personnes tous les ans. Oui. Tous les ans, quand arrive la saison de la grippe ordinaire, oui, on sait qu'il y aura des milliers et des milliers de personnes. J'ouvre une parenthèse. On me disait qu'aux États-Unis, c'est autour de 20 à 30 000 personnes. Mais voilà, et j'ouvre une parenthèse tout de suite pour dire qu'avant qu'on en arrive à un certain niveau de la discussion, la grippe ordinaire, il y a plein de personnes qui sont opposées à la vaccination à cette grippe depuis des années. Oui. En France. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un camp, je ne sais même pas si ce n'est pas de 50-50. Des gens qui disent, ce vaccin que vous avez déjà homologué, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas, c'est un combat, c'est un débat perpétuel. Chaque année, si vous regardez dans les médias, chaque année en France, il y a ce problème sur la grippe ordinaire. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que moi, je vais céder à une série de psychose que d'aucuns ont désiré organiser. Et c'est dramatique pour l'économie mondiale, mais bénéfique pour certains, croyez-moi. Très bénéfique même, surtout les firmes pharmaceutiques, là, elles se frottent les mains actuellement. Et... Je n'ai pas les statistiques, mais seulement avec la vente des masques, ce que je disais hier ou avant-hier, la Chine était à 1,3 milliard d'euros, sans compter des choses comme les respirateurs. D'ailleurs, il y a les Pays-Bas qui avaient envoyé 600 000, n'est-ce pas, parce qu'ils estimaient que c'était défectueux, n'est-ce pas. Bref, c'est pour dire que c'est un se faute des mains, et entre-temps, les économies africaines surtout sont en train de tomber, surtout les économies africaines. Dans ta lecture, je ne pense pas que c'est aussi un autre moyen de déstabiliser les pays africains. Hier, les gens marchaient en Côte d'Ivoire. Il y a quelque temps, c'était à Madagascar. Les gens ont de plus en plus faim. Je vais te raconter, là on va arriver, c'est pour ça que j'ai voulu que tu sois là. Par rapport aux abus policiers et aux abus de nos forces de l'ordre dans cette situation-ci. Hier, j'avais besoin d'une bouteille d'eau minérale. J'ai fait environ 2 km. Parce que toutes les boutiques sont fermées autour de 19h, 20h, même les petites boutiques surtout. Mais les grandes surfaces, ce qui est bizarre, vous allez dans nos quartiers, vous n'avez pas les grandes surfaces. Vous pouvez peut-être parfois faire 2-3 km pour arriver au supermarché ou des boulangeries. Vous ne pouvez pas avoir une bouteille d'eau au quartier. Si peut-être vous avez voulu prendre les médicaments avec de l'eau minérale, c'est pratiquement impossible. On se pose aujourd'hui beaucoup de questions. Qu'est-ce que les gens veulent? Et lorsque les gens ont faim, vous savez que les gens, moi je disais à mes enfants, hier j'en atteint un niveau où je fais 4 jours à la maison sans manger, je préfère affronter les armes. Nous sommes pères de famille, nous sommes des parents. Imaginez-vous les enfants qui famine à la maison, vous voyez la mort venir par la famine, ce qui est plus affreux, plus compliqué que d'être éliminé par une balle de fusil en quelques secondes. Donc on se demande, qu'est-ce qui va se passer demain? On se pose beaucoup de questions. Jusqu'où, par exemple, tu as vécu cette scène-là, les gendarmes, les policiers qui abusent déjà, parfois ils fouettent carrément les gens, ils ferment des petites boutiques, ils ne ferment pas les supermarchés qui sont à 2-3 km de nous, ils menottent même des gens au point où tu as été outré, Serge. Oui, mais c'est dommage parce qu'il y a un moment où il faut bien qu'on s'entende. On nous a dit que pour résoudre les problèmes de la pandémie, il faut prendre des mesures. Les 13 mesures édictées par le gouvernement camerounais, quand on les lit, pour qu'on soit d'accord ou pas, on se dit qu'il faut faire un effort parce que, bon, la situation l'impose. Nous ne maîtrisons pas tous les paramètres, mais on nous a dit que les gens qui gouvernent, on doit écouter nos gouvernants, c'est ce qui est écrit. Mais lorsqu'il est écrit, moi je regarde le 6e article de ces mesures édictées par l'État, où on dit que désormais, les bars, les débits de boissons, les bars, les endroits de loisirs, les restaurants seront fermés à partir de 18h. Il est écrit aussi, donc dès lors que c'est dit, comme ça c'est écrit, c'est la loi. Ça prend force de loi, c'est dit par le petit chef de l'État, par le biais du Premier ministre. Mais nous on habite des quartiers, on n'habite pas les grands quartiers, on va dire comme ça. Quoique je ne sais pas ce qu'ils appellent grands quartiers. Mais je veux dire que quand moi je me lève pour aller faire un tour dans le quartier pour me sortir un peu, aller acheter un truc. Je me rends compte que la boutique du quartier,
à 18h30 à peu près, il y a une panique générale dans le quartier parce que les militaires, des policiers, c'était des policiers qui rentrent dans le quartier et qui se mettent à fermer à manu militari des boutiques. Je dis c'est une injustice. Et cette injustice va créer un sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice va amener vers la rébellion. La rébellion va amener vers la colère et l'aigreur et la frustration. Et on va créer le phénomène contraire de tout ce qu'on a envie de créer par ces mesures. Parce que la paix sociale doit être respectée. Et dès lors qu'un individu va sentir son moi, il va être bousculé. Moi je dis c'était une image de guerre. Vous imaginez, là en plein quartier Tchinga, des policiers en armes qui poursuivent des gens en criant je vais tirer, avec des enfants à gauche et à droite, parce que, soi-disant, quelqu'un a laissé une boutique. Alors, pour revenir à ça, les boutiques, c'est quoi? C'est nos supermarchés à nous. Oui. Et mieux encore... Les pauvres. Mieux encore, ça comme ça, les pauvres. Dans nos quartiers, ces boutiques-là, elles ont un lien social. À la différence des grandes surfaces, oui. Même si tu n'as pas d'argent, quand tu habites ces quartiers, tu peux aller chez le boutiquier du coin et dire, je veux 2 sardines. Je sais de quoi tu parles, n'est-ce pas? Le boutiquier, là, celui qui est à côté de toi, quand j'étais plus jeune, j'allais prendre les sardines là-bas et payer plus tard. C'est ainsi que nous sommes... le bon boutiquier. Moi, je suis arrivé dans ce quartier, ça fait pas longtemps. Oui. Et mes enfants mes enfants encore plus que moi, sont impressionnés parce qu'ils ne savaient pas qu'on pouvait aller un jour dans un endroit de commerce, prendre la marchandise et la payer plus tard. Et donc, dès lors que ce système a été mis en place par des gens qui ont des revenus modestes, voire très moindres, pour leur permettre d'avoir une vie décente. Oui. Alors, dès lors qu'on prend des mesures et que cette injustice-là, parce qu'on sait très bien que ces gens qui le font, ils savent bien qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais ils sont rendus dans une espèce de sentiment d'impunité où ils se disent que le moment est venu pour nous de faire ce qu'on veut de ces populations parce qu'on dit qu'il y a le Covid dehors, ça devient un prétexte pour commencer à mater les gens. Non, il ne faut pas faire ça. On ne fait pas de mal aux gens sur leur souffrance. Parce que les gens souffrent déjà suffisamment. C'est vrai que nous, les Africains, on a développé une espèce de résilience qui fait en sorte que, en dépit de tout, on arrive à rebondir. Et ça énerve les gens. Les Africains ou les Camerounais? Les Africains en général. Parce que je parle de résilience parce qu'on a une capacité à rebondir malgré tout le mal que les gars nous ont fait. Ah oui, je comprends ça. Je pensais que tu voulais dire résilience par rapport à peut-être aux autorités. Je dit non, je dis par rapport à la souffrance. Par rapport à la souffrance. Là, je suis d'accord avec toi. On arrive à l'esclavage. Ils ont pensé qu'avec l'esclavage, ça allait finir. Aujourd'hui, piller nos ressources. Exactement. Et à chaque fois, la première chose qui va déstabiliser toutes ces personnes, c'est de voir la bonne humeur, la force intérieure que les gars arrivent à avoir. Mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Parce que ce que ces gars oublient, tous ces policiers qui étaient en train de poursuivre les gars à Tchinga dernièrement, mais ces gars-là, quand ils finissent de déposer leurs amis, ils vont où? Et où est-ce qu'ils vont? Ils vont dans ces quartiers. Oui. Et ce qu'ils vont créer là-bas, à un moment donné, la souffrance qu'ils vont faire, on leur fera subir dans leur propre quartier aussi, par leurs collègues qui n'habitent pas ce quartier. C'est juste pour dire qu'il y a une espèce de cohésion et de paix. Tu as été témoin, tu as vu, j'ai appris que le boutiquier a été menotté. Il aurait été menotté. Non, je dis, on ne m'a pas dit. J'ai vécu la scène où le boutiquier a été menotté. Il a dit, mais tous les gars même du quartier sont sortis. Et c'est ça qui est dangereux. Pour dire que mais ce n'est pas un voleur, c'est notre boutiquier. Vous n'avez pas à lui mettre des menottes. On lui a mis des menottes comme un bandit, comme un agresseur. Et on est parti, ils sont partis faire le tour de la ville avec lui pour venir le rejeter là au carrefour en disant que je dois rentrer chez toi. Pourquoi ils font ça? Pour l'humilier, hein? Tout simplement. C'est de l'humiliation. Il ne faut pas qu'aujourd'hui on en revienne à des régimes de terreur. Je vais te lancer plus tard, peut-être la sœur a quelque chose à dire. Lorsqu'on entre dans le domaine scatologique, ce rêve, malheureusement, c'est vers là que nous allons. Un régime de... quand je dis un régime de terreur de façon mondiale. Aujourd'hui, je lisais de temps en temps certaines citations, des articles des Français qui parlent aujourd'hui de la perte des libertés. Que le coronavirus est en train de tuer les libertés. C'est pas tu as lu, ça tu as fait la France plusieurs fois, est en train de tuer les libertés en France. Ça veut dire on profite du contexte coronavirus pour vous imposer certaines choses, les lois liberticides, pour vous amener à vivre d'une certaine manière. J'ai eu un ami belge qui m'a dit que même maintenant, aller à la banque, parfois il faut soit demander la permission, soit il faut des raisons de la sortie de votre maison. Pourquoi est-ce que vous sortez de votre maison? Finalement, tu parles de régime de terreur, mais Serge,
c'est vers là qu'on va. C'est une dictature mondiale qui est en train de se mettre en place subtilement. Lorsqu'on vous trouve dans une petite boutique, moi je te dis que j'ai fait 2 km hier environ, heureusement que j'ai envoyé les enfants, tes enfants d'ailleurs, mes enfants sont des enfants, ils m'ont dit que toutes les boutiques sont fermées, autour de 19h30, toutes les boutiques, je voulais une bouteille d'eau, j'avais très soif. Toutes les boutiques sont fermées, je n'ai pas cru. Je me suis dit, ok, maintenant, si toutes les boutiques sont fermées, je demande le véhicule, parce qu'il faut que je fasse 3 ou 4 km, je vais trouver quand même un endroit où je suis sûr qu'on vend l'eau minérale. Si ce n'est pas dans les boutiques, au moins dans les supermarchés, où en général c'est bondé. Je dis bien c'est bondé. Alors qu'ailleurs, on empêche les petits boutiquiers d'avoir 1 ou 2 personnes qui viennent acheter, je ne sais pas, une boîte d'allumettes, se lève. Je crois quand même que quelque chose ne va pas quelque part. Dernièrement, les enfants étaient chez le coiffeur. C'était vers 18h30, 19h. Ils sont revenus. Bon, heureusement quand même qu'ils s'étaient déjà coiffés. Et ils disaient qu'il y avait des policiers jusqu'au carrefour et Sombala. On fermait les boutiques, les salons de coiffure. Bon, tout ce qui était comme lieu de vente ou de commerce, tout, on fermait systématiquement et avec la plus grande brutalité. Donc, on ne comprend plus rien. Et puis, il y a une jeune sœur, Stéphanie, qui me disait que dans son quartier, c'est pareil. Et puis, un policier disait que lorsque lui, il est foiré maintenant, il sort, s'il trouve 2, 3 personnes qui errent à une certaine heure, il les embarque, il les amène au poste et il sait que pour sortir de là, ils vont certainement débourser quelque chose. Donc, ce n'est vraiment pas bien de profiter de la détresse des gens, de profiter de la misère des gens, de profiter d'une telle situation pour se faire du sucre. Ces gens seront jugés sévèrement. Et de la même manière que les conflits, les guerres enrichissent certaines personnes, on voit voilà une situation actuellement où des gens, moi je vais dire des gens qui sont quand même censés incarner l'autorité qui doit en fait protéger le citoyen, qui doit instaurer l'ordre. Voilà que je ne sais pas s'il faut qu'on appelle ces forces de l'ordre des forces du désordre. Ce qu'elles font là n'est pas bien. Et il est bon que les personnes ou placées, que leur patron, leur chef et tout, soient informés de ce qui se passe. Parce que quand la grogne sociale va se mettre en branle, ce sera vraiment pas bon. Et je crois que c'est ce que visent justement ces grandes nations. Parce que moi, j'ai lu une analyse du Quai d'Orsay qui disait que d'ici quelques temps, quand les populations vont réaliser que leurs gouvernements ont du mal à gérer la situation. Surtout avec la famine. Surtout avec la famine, voilà. Et pourtant, j'ai suivi le ministre de la Santé. Lorsque Adel Mbala-Atangla lui demandait qu'en est-il du confinement, il a dit non, la question du confinement, pour le moment, ne peut pas se poser parce que là, il faudra choisir entre la famine et le coronavirus. Maintenant, voilà cette famine-là qui est entre les gens. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont des activités nocturnes, qui ont leur commerce. Je vois souvent un déploiement de commerçants au niveau de la Poste. C'est vrai qu'on les avait chassés, mais ils sont revenus. On n'y pouvait rien, ils étaient là. Donc, tous ces gens qui ont ces activités, qui sont dans le secteur informel, qui se déploient surtout la nuit, et certains bails, ils ne peuvent plus. Et qu'est-ce qui va se passer? Soit on va devenir bandit ou je ne sais trop quoi. Et puis, le problème, c'est que même en journée, certaines de nos sœurs, certaines de nos connaissances qui travaillent en journée, certaines par exemple que le marché est mort. C'est mort. Et puis à 16h, vous êtes contraint de commencer à faire mon circuit là au marché. On vous prévient déjà. Des coups de pied pour avoir. J'ai pris un taxi et il fallait que je marche comme j'étais avec mes 2 enfants. Donc on devait marcher sur une bonne distance pour avoir un taxi vide puisque nous étions 3. Et il ne faut que 3 passagers dans un taxi. Et le jeune taximan lui-même me disait que c'est vraiment pas facile pour eux maintenant. C'est dur. Je voulais évoquer un cas d'un frère en réunion il y a quelque temps. Je l'ai vu disparaître avant la fin. N'est-ce pas? Je l'ai appelé parce qu'il avait un problème grave. Parce que très souvent, nous qui sommes parents, c'est souvent peut-être une mauvaise nouvelle. L'enfant est malade, la femme est malade. Tu peux disparaître dans une réunion très importante. Je l'ai appelé. Il m'a dit que ce qui se passe, c'est que maintenant, chez eux, avec ce coronavirus, les FOM, les Forces Maintien de l'Ordre, c'est ce qu'on dit, quelque chose comme ça, de l'abréviation,
vont là-bas et les obligent chaque jour à donner un peu d'argent là pour ne pas fermer. Ils ont une petite boulangerie et quand il est 18h, pour qu'une ferme, évidemment j'étais là, ils exigeaient qu'une ferme, comme lui étant le chef, n'était pas là, il tenait à fermer et on l'a appelé pour qu'il aille donner quelque chose. Qu'on ne fait même pas. Imaginez-vous, si vous devez... J'étais dans le Bambekim il y a quelque temps, je ne sais pas si tu connais le Bambekim, tu connais beaucoup le monde, même le Cameroun, je crois. J'étais dans le Bambekim dernièrement, les gars des motos ont essayé de me faire ce que j'appelle les statistiques, si vous voulez, les chiffres, combien ils dépensaient par an quand il fallait donner 1000 francs aux policiers. Je vais dire aux gendarmes, parce que là-bas les gendarmes c'est des anarcheurs, ils n'ont rien d'autre à faire, ce n'est pas 1000 francs ou 2000 dans le Bambekim, que je connais très bien. Alors, il y a un qui a dit qu'il a calculé qu'il avait dépensé autour de 375 000, 400 000 francs par an. Pour, en donnant 1000 francs, 2000 euros. Parce que quand vous quittez Mvundu, par exemple, pour arriver à Yaoundé, vous avez 7 contrôles, ça vous fait 7 000 francs. Quand vous n'avez pas un dossier complet. D'autres ont dépensé carrément 500 000. Ils ont vu que c'est le prix d'une moto. Ce qui a poussé la plupart des jeunes aujourd'hui à faire le papier. Même comme malgré les papiers, parfois les gens disent que ce n'est pas ce qu'ils mangent. Alors, vous voyez donc, revenons sur le cas de la boulangerie. S'il doit donner 4 à 5 000 par jour pour qu'il ne ferme pas, si le confinement partiel met 30 jours, 5 000 par jour, j'imagine un peu comme ça, j'essaie de spéculer. Ça va faire combien? Ça fait au moins 100 à 150 000 francs par mois. Ça, c'est très grave, ça. Oui, mais c'est ce que la sœur Ève disait tout à l'heure, et je vais m'inscrire dans la même lignée. Moi, je suis musicien. Je veux que vous sachiez que aucun musicien ne travaille plus au Cameroun. Ah bon? C'est fini. Mais ça, tu fais comment avec les enfants? C'est la question que je me pose. C'est-à-dire que je pense que plus que jamais... Ne les envoie pas chez moi. Hein. Non, je vais les envoyer. Mais ça fait 2 mois que je ne génère pas d'argent. C'est-à-dire que depuis 2 mois, on vit... J'ai creusé, j'ai terminé avec mes réserves depuis quelques temps. Ah bon? C'est terminé. Et moi, je travaille pas. Vous savez que tous les cabarets de la ville ont fermé. Oui. Tous les cabarets de la ville ont fermé. Les studios sont en train de fermer. Les hôtels sont en train de fermer, etc. etc. Donc, au fond de moi, je sens une colère poindre parce que la situation est difficile. Mais comme je n'ai pas les moyens de faire autrement que ça, on subit. Et quand on subit, quand on vient nous pousser même dans nos derniers retranchements où on peut gérer avec Jérémy pour pouvoir avoir de quoi nourrir les enfants, quand mes enfants vont me dire 2 fois qu'ils ont faim, croyez-moi, je vais rentrer dans une colère. Parce que là, je suis pas content. Oui. Je suis déjà frustré et aigri parce que je commence à sentir des manquements. Il y a des attitudes aujourd'hui où moi, Serge Mapoma, je suis obligé d'être là et d'attendre que quand le salaire de ma femme va venir, on va avoir de quoi manger. C'est déshonorant. Et même c'est quand même une main qui manque. Non, non, c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Ça crée un déséquilibre dans le fonctionnement de la famille. Et toi, en tant que l'homme tu n'as plus de quoi nourrir tes enfants. Oui. Tu vois, ça c'est quelque chose. Et je parle pour moi, ce que je dis de moi, je le parle, c'est le cas pour tout le monde. Oui. Et maintenant, tous les gens qui ont les bars, qui ont les machins, et même on dit maintenant que les petits qui restent là, on viendra là-bas vous empêcher de vivre dans ça. Tu connais la théorie du chiot? Raconte-moi, je vais avoir un chiot à la maison. Le chiot, c'est un animal craintif quand il voit les personnes. Tu vas poursuivre un chiot, ça va t'amuser, il va courir partout. Il va courir, mais crois-moi. Quand il est coincé. S'il est coincé, il va t'attaquer. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'il n'a plus moyen de reculer. Il va préférer mourir, n'est-ce pas, en bon distance. Puisqu'il n'a plus le choix, oui. Il va sauter sur toi. Donc, à un moment donné, il faudrait que les gens réfléchissent. Personne ici n'a le monopole de la colère ou de la révolte. Ne poussez pas les gens parce que nous sommes des gens pacifistes, mais il faut faire attention. La crise des gens en elle-même crée un stress. Oui. La crise en elle-même crée un stress. On est obligé de garder les enfants à la maison aujourd'hui. Les enfants n'ont plus le droit de sortir. Serge, peux-moi te couper, tu dis garder les enfants à la maison. Je te dis que c'est un calvaire. Vous pouvez intervenir. Hein. 677, vous écoutez bien Maranatha. 677, c'est la 93.8. Nous parlons, j'espère que c'est la dernière émission dans ce sens-là. Aujourd'hui, vous ouvrez vos radios, vos postes, n'est-ce pas, coronavirus. Vous tranquille, on vous dit presque rien de bon. On annonce que les morts, on vous annonce jamais, rarement des guéris. Même quand vous dites ceux qui sont guéris, vous ne dites pas ce qui les a guéris. Ils ne vont pas vous le dire.
on va parler de 70 000 morts dans le monde. On va pas dire qu'il y a peut-être 1 200 000 condamnés. On ne vous dit pas ça. On ne présente que des morts pour que vous ayez peur. Évidemment, nous savons que l'objectif, enfin nous croyons ce que les gens disent aujourd'hui, serait de venir nous vacciner. Les gens ont marché en Côte d'Ivoire, les gens se révoltent ailleurs, les gens marchent à gauche, à droite, les gens se posent beaucoup de questions. Mais, je dis Serge, parlant de ces enfants-là qu'on nous a imposés, c'est une véritable terreur que nous vivons à la maison. J'ai un qui a cassé la table ici, il était à l'école, la table et les carreaux. La soeur me l'a dit ce matin, j'étais tellement dépassé que je savais quoi dire. Comment un enfant peut casser une table et en même temps les carreaux? Je ne savais quoi dire. Hier, ils m'ont fait fuir la chèvre. Je suis au sort de mission, on m'a offert une chèvre. Les enfants, parce qu'ils sont à la maison, la chèvre a disparu, Serge. Ils vont me faire au moins 1 semaine ou 2 semaines de temps. C'est un enfermement. Je vous dis que on vit, les parents vivent l'enfer avec la présence des enfants. Quand je dors bien, parfois 2 heures, il y a le bruit. 2 heures du matin. Non, jusqu'à 2 heures. Oui. Jusqu'à 2 heures du matin, ils sont... Mais c'est comme ça qu'ils mangent. Oui, et ils mangent. Et on n'a pas de ressources après pour les nourrir. Donc on est en train d'entrer dans des vacances... C'est grave parce que... on est en train d'entrer dans les vacances perpétuelles. C'est-à-dire que... Et après, les enfants se déconnectent en fait de leur système éducatif. Les enfants se déconnectent. Malgré les efforts qu'on pourrait se battre à faire, on est en train d'entrer dans un système auquel on n'a pas été préparé. Il faut dire que c'est arrivé du jour au lendemain. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Sans qu'on y soit préparé. Sans qu'on y soit préparé. Je me souviens, c'était un lundi, lorsque le président Macron fait... Parce que j'allais en Brousse le jour-là. Il a fait... Ça devait être tout, je me souviens plus très bien. Mais il a fait son discours le lundi à 20h. Le lendemain matin, c'est ça qui m'avait choqué. Les présidents africains avaient décidé de fermer les écoles et les universités. Tout. Comme si pour moi c'était un mouvement qu'ils suivaient, Serge. C'est ça qui me choquait dans tout ça. Mais c'est que personne ne regarde les voix discordantes. Aujourd'hui, il existe des pays. Moi, je regardais... La Suède, par exemple. La Suède, la Corée du Sud. Avec moins de 200 morts. Pourtant, ils sont à côté de la Suède avait dit qu'elle ne voit pas pourquoi il faut fermer. J'ai vu plus fort, j'ai vu Taïwan. Ah bon? J'ai vu Taïwan. Taïwan, ils ont eu 2 morts. 2 morts? 2 morts sur 24 millions d'habitants. C'est un reportage qui est passé sur M6. Oui. Il y a eu 2 morts. Hong Kong aussi, ils ont... Oui, même le Vietnam, en Asie du Sud-Est, d'une manière générale, tout ce qu'on a seulement fait, la vie continue normalement. Les gars, on leur a demandé d'arborer les masques. Arborer les masques, puisque le mode de transmission, c'est le mode de transmission d'une grippe. On essaye d'éviter les distanciations sociales, heureusement, pour eux. Les gars, ils ne sont pas très tactiles. Donc les gars ne se touchent pas, ils mettent des masques. Et aussi, en ce qui concerne l'hygiène, la propreté, depuis le Stras, ils ont équipé toutes les toilettes publiques. Bon, on a enseigné vraiment aux gens à suivre ces règles-là depuis plus de 10 ans. Donc, ce qui fait que ce n'était pas nouveau pour eux. Mais... ailleurs, et moi je dis même les règles, les hygiènes 677, 47 22, 699, 94, 153. Vous écoutez bel et bien Maranatha, l'émission Différence sur le média Différence, la 93.8, nous émettons depuis Batamokolo. Nous parlons de cette psychose, nous parlons de cette confusion, nous parlons de cette déconnexion au niveau de femmes. Nous parlons de nos enfants qu'on ne maîtrise plus. Certains parents vont finir par être mangés par les enfants. Pas costaud, on t'appelle à la maison, affectueusement, pas costaud. Toi, tu es peut-être un peu plus costaud que moi, donc ils vont te manger. Non, je veux dire, moi, ce sera peut-être plus rapidement que toi, parce que je suis sûr que s'ils prennent ta tête, ils vont prendre le jour. Bref, c'est pour dire que c'est grave dans nos différentes maisons. C'est grave. C'est très, très grave. Oui, parce que j'étais dans un trou perdu. Je l'appelle trou perdu dans le Bamikim en Vundu. Et je voulais acheter de l'eau dans une boutique. Et je me dirige vers la porte. Oh, madame. Je dis quoi? On me montre un seau d'eau. Et puis on me montre du savon. Il faut que je me lave d'abord les mains avant d'entrer dans la boutique. Vraiment. Comme les enfants disent souvent, n'importe quoi. Mais tu vas sur la place du marché. C'est la saleté que tu veux voir. Les bouteilles qui traînent par-ci par-là, les plastiques, les salubrités, puis il n'avait plus le jour là. Il y a un genre de boue qu'on appelle souvent la soupe. C'est ce que j'ai dit que, mais pourquoi ne pas commencer par là? Pourquoi ne pas commencer par rendre ce petit village propre avant de demander aux gens de cela? Parce que je crois que ce virus, il est quand même dans l'air. C'est pareil pour les poubelles ici qui jonchent nos rues. Il y en a partout. Pour le connaisseur, Yaoundé est une ville sale, Serge. Oui, mais moi... Si on veut efficacement combattre... Mais ça, moi j'entends ça sourire parce que tout à l'heure en arrivant je disais au pasteur Franklin que moi je suis un peu embarrassé. Nous autres qui ne sommes pas allés à l'école,
On sait qu'il y a des gens qui sont allés à l'école pour nous expliquer le monde. Lorsqu'on nous dit que des savants viennent à la télé pour nous dire faites, allez à gauche, ne mettez pas les masques ne servent à rien. On ne met pas les masques. Lorsque le même savant revient vous dire... son collègue ou le même, non, le même. Ce qui est fort, c'est que c'est le même. Puisqu'à un moment donné, c'est la patate chaude. Les gens n'ont plus envie de venir parler. Je dis, seuls les plus courageux viennent. Oui. Parce que les gens, ils ne savent même plus ce qu'ils disent. Ah non, le même vient vous dire, ah oui, non, désormais, il faut mettre le masque. Tu dis, mais attends, hier tu disais qu'il ne faut pas mettre le masque. Aujourd'hui tu dis son contraire. Avant tu as dit que l'autre qui dit qu'il faut prendre la quinine est fou. Et maintenant toi-même tu reviens dire que non, il faut prendre la quinine. Et après quelqu'un te dit que non. Et puis en réalité c'est ça qui est très complexe. Tu viens dire aux gens le confinement, n'est-ce pas? Après tu viens, un autre scientifique vient dire non, il y a eu 1000 confinés, n'est-ce pas? Il y a eu seulement 7 malades. Les 7 malades ne sont pas morts, donc le confinement ne sert à rien. Finalement, tu as raison, on ne sait plus. On ne sait plus à quel sens se vouer. Une dame a écrit dans le Mans, elle ne sait plus qui croire. Et c'est donc là que, quand à un moment donné, le peuple ne se reconnaît plus dans l'élite intellectuelle, l'élite quelle qu'elle soit, ça crée un sentiment de désordre qui va s'installer parce que quelqu'un va dire, vous-même la taisez-vous parce que vous ne savez pas ce que vous dites. Et vous venez nous parler de façon péremptoire pour qu'on vous suive, alors que vous ne savez pas où on va. On ne suit pas un guide qui ne sait pas où il va. Et c'est ça qui est dangereux. Un conducteur aveugle. Oui, c'est ça qui est dangereux. Mais je me suis posé des questions quand même. Loin de moi d'être contre des règles d'hygiène qu'on nous enseignait, n'est-ce pas, très jeune, très petit. Si vous ne lavez pas les mains, vous pouvez avoir le choléra. Les règles d'hygiène est plus élémentaire. On nous redonne comme si on n'avait jamais eu ces choses-là. Mais ce rêve, je vous le lance comme ça. J'ai dit à ton époux lors d'un débat sur notre forum, lorsque il m'avait dit que un pasteur a dit respectons les règles d'hygiène pour éviter la maladie. J'ai dit, mais toi tu as été en Europe plusieurs fois. Si c'est la propriété d'éviter la maladie, les Européens, en Italie on a environ 15 000 morts. Même si on sait que la majorité c'est des vieillards, même si on le sait, en France ils sont autour de 8 à 10 000. On peut aller ainsi de suite en Angleterre autour de 3 000. Bref, c'est quand même le corrigé. Compare un peu ces pays occidentaux qui aujourd'hui, ils ont au moins 75% de morts, n'est-ce pas? Je crois que l'Afrique n'a pas encore atteint 2 000 morts. En fait, en tout cas, c'est pas plus. Parce qu'ils ne sont pas propres là-bas, mais ils sont la propreté. Si on compare ces gens-là, nous ici, nous sommes la poubelle et ils sont... J'ai un ami qui habite ici à côté, je ne sais pas son nom, il est juste à côté de nous là. Il m'a dit un jour, c'est le cœur de l'Ouest. Je vais le voir, c'est un papa, vraiment, même arrière-grand-père aujourd'hui, je crois. Et j'arrive chez lui, il me dit que, on cause, il dit tu comprends, hein, avec le rassemblement, tu comprends, hein, si tu dors ici, frère, et tu te réveilles à New York, tu vas crier que je suis au paradis. Tu vas crier que je suis au paradis. Donc, c'est pas si tu comprends ce qu'il veut dire. Il dit, si tu es en train de dormir sans te réveiller, et tu te réveilles dans ton sommeil à Washington DC ou bien à New York, tu vas dire que je suis au ciel. En fait, c'était une façon de comparer ces villes-là à nous aujourd'hui. Mais c'est qu'aux États-Unis, nous avons environ 200 000 contaminations. Je veux dire, infections, je veux dire, actuellement. Et en fait, à peine 5 000 morts. Donc, ça fait, c'est moins de 3 ou 4%. Mais je veux dire que si c'est dans les règles de propriété, il y a quand même, je vous relance, il y a quand même matière à se poser beaucoup de questions. Oui, ce sont des pays qui sont aseptisés. Il y a tellement de propreté qu'après, c'est comme si les humains là-bas ne développent plus d'anticorps. Ah bon? Mais oui, c'est parce que c'est aseptisé, tout, chaque chose à sa place. Mais tu sais que selon les normes occidentales, les normes européennes, voire américaines, il n'y a rien de ce que nous consommons ici qui soit conforme. Notre eau n'est pas conforme. C'est-à-dire que même notre eau minérale menace de ne pas être conforme. Ah bon? Mais oui, selon leur nom, parce qu'ils ont... Selon leur nom, oui. C'est-à-dire que les légumes ne sont pas... Rien n'est conforme non, ici. Mais comment on peut vendre les légumes au sol? Donc, c'est des choses qui ne sont pas conformes. Donc, dans les bouées et tout ça. Donc, aujourd'hui, peut-être, ça va être... c'est quelqu'un que je n'apprécie pas beaucoup, qui s'appelle Nicolas Sarkozy, avait dit un jour la meilleure et la pire des choses. Parce que la meilleure, qui est cette vie aseptisée là, fait en sorte que les gars n'arrivent même plus à développer des anticorps outre mesure. Bon, je ne veux pas rentrer dans ça, mais juste ce que j'ai envie de noter, c'est que aujourd'hui, nous sommes à une période cruciale de la vie dans le monde. On a réalisé aujourd'hui que toutes les certitudes qu'on avait pouvaient être battues d'un revers de la main par quelque chose qu'on ne voit pas. Du jour au lendemain, les gens se sont retrouvés confinés. Aujourd'hui, les animaux rigolent. Je regardais un reportage encore à la télé il y a 2 ou 3 jours où le gardien du zoo disait que il a l'impression que les animaux sont plus
à l'aise que nous aujourd'hui, parce qu'il est seul là. Et il regarde dans le comportement des animaux, que les animaux se sentent à l'aise de ne plus nous voir. Et avant, c'est eux qui étaient dans les cages. Maintenant, c'est nous. Nous sommes confinés. Voilà, nous sommes confinés dans les cages. Là-haut tourne. Les personnes, à un moment donné, les peuples étaient devenus ingouvernables. Depuis quelques années. Et là, je crois que les gars ont trouvé le moyen de reprendre le contrôle sur les gens. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Oui. 677 40 47 22, il y a Madame Ali qui nous envoie son bonjour là. 677 40 47 22, 699 94 153. On va souffler la musique, Casimir. Et on prend les auditeurs qui veulent déjà intervenir. Vous écoutez bel et bien Maranatha, vous ne trompez pas. La 93.8, nous émettons depuis Bata Mokolo. Serge Maman nous accompagne ce matin, nous lui disons merci. Vous savez, il est, je dois parler de son ras-le-bol, il est dépassé, il est toute cette forme de dictature, cette injustice que nous subissons au quartier aujourd'hui. Avec cette histoire, même de l'eau minérale devient de plus en plus rare. Parfois, trouver la nourriture à certaines heures, ça devient très très compliqué. On se pose beaucoup de questions. Je me suis demandé parfois, les marchés sont bondés de 18h à 16h. Je dis, bon, il n'y a même pas de place. Dès 16h, le coronavirus se réveille pour attaquer les gens. Serge, n'est-ce pas, entre-temps, de 6h et 18h, il est tranquille. Mais il y a un phénomène que j'ai remarqué. Les bas et les bois de nuit ont renversé l'ordre des choses. Ça veut dire qu'au quartier, entre 12h et 17h, ils sont prêts à craquer. Dès 18h, c'est comme si le jour va devenir la nuit, la nuit va devenir le jour. On souffle la mesure, on revient à vous dans quelques instants. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Oh, messe suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Ceci, n'est-ce pas merveilleux de dire je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. À 9 tout à l'heure, je cause avec Serge, Ève étant de l'autre côté, je me pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, tout cadavre de coronavirus est un cadavre VIP. Nos morgues sont pleines, elles sont pleines de cadavres de tout genre, le paludisme, la typhoïde, le cancer. On ne parle pas de ces morts. Aujourd'hui, ils n'ont plus de valeur. Si je meurs là maintenant, n'est-ce pas, quelqu'un me disait encore hier, un pasteur qu'avant on toussait librement. Et maintenant, quand il est quelque part, pour tousser, il doit reculer ou fuir un peu parce qu'il tousse fort, on peut dire coronavirus. Et le mettre. Et c'est un réflexe, parce que moi maintenant, j'ai le même réflexe. On a bien. Parce que les gens vont dire. Il dit qu'on voit généralement les gens avaient la grippe. Et moi, la soeur Ève a eu la grippe. Je crois que j'ai les presque cassé dans la maison de peur qu'on me l'enlève pour dire qu'on prend Théo qui se signale. Allô Théo, bonjour. Bonjour pasteur. Bonjour. Merci pour l'enseignement de ce matin. Bonjour maman Ève. Bonjour Théo. Bonjour Serge. Bonjour Théo. Il faut nous revenir souvent Serge. Ah bon? Tu as des bonnes choses. Ah ouais. J'ai appris des choses que je connaissais dans la tête, mais je ne savais pas comment les exprimer. Ouais. La théorie des chiots. Ah oui. La théorie des Merci chiots. beaucoup Serge, j'ai appris. Ah, merci. La théorie du chiot, vous l'avez bien expliqué. Je connaissais bien ces choses. Et c'est ce qui arrive en Afrique. Et quand on pousse les gens à l'aigreur, après on les accuse de ne pas être nationalistes, patriotes et autres. Regardez-vous, Serge, vous-même. Je vous connais seulement dans les médias.
Et je vous connais dans les chansons, des belles chansons, bien faites. Merci. Et merci parce que vous êtes le beau-frère de mon ami. Ok, merci. Mais attention, avant de continuer, Théo, j'ai dit assez de ne pas envoyer les enfants chez moi. Il va les envoyer, ta soeur. Sergio? Oui. Ce soir, tu les portes, hein? Allons dans les choses sérieuses. Je voudrais dire, l'humanité tout entière est sous l'hypnose d'une savanterie stupide. L'humanité tout entière est sous l'hypnose d'une savanterie stupide. Parce que comment peut-on dire une maladie qui est aérienne, qui passe dans l'air? On dit dans le taxi, restez à 3. On est dans cette boîte de sardines. Est-ce que l'air que nous respirons ne peut pas contaminer les gens? De 2, on dit dans le taxi, restez à 1 mètre. Je me demande, quand je suis derrière, l'autre jour j'étais avec mon épouse pour aller assister à un cousin qui a perdu sa maman. On devrait être dans le taxi à 3. Je me suis vu, j'ai mesuré comment j'étais assis avec mon épouse derrière le taxi. Ça ne valait pas 1 mètre. Hein. Je me demande si l'air là, quand ça veut faire 1 mètre à 99 centimes, ça, le virus meurt. Et on nous dit de tousser dans le coude, dans le creux du coude. Et après, quand tu vois ton frère, tu essuies, là où tu as craché dans le coude, tu essuies sur ton frère. Mais ça, c'est de la folie. Il faudrait laisser les gens un peu tranquilles. Et on ne doit pas profiter de la résilience, de la misère du peuple pour pouvoir les écraser. La théorie du chiot va faire qu'un jour les gens se révoltent. Et on va dire qu'on n'a pas honoré l'autorité. Toute autorité, véritablement, pour moi, ne vient pas de Dieu. Le pasteur avait dit quelque chose l'autre jour, je voulais bien l'apprécier. Il y a les gens qui trichent pour devenir autorité. Les gens qui payent pour être autorité, comme les policiers. On achète le concours pour devenir policier, pour venir menotter un boutiquier comme ça. Nous disons non, non. Hein, je sais que Jésus m'aime. Jésus est ma protection. Soyez bénis abondamment. Pasteur, on appuie beaucoup plus sur les morts que de nous apprendre la lecture scientifique des statistiques. On ne donne pas seulement le nombre de morts. Nous sommes à 30 millions de Camerounais aujourd'hui, mais parmi lesquels on a moins de 20. On parle de peut-être 18, je ne sais pas combien, de morts. Et on ne nous dit pas comment on les a soignés. Les 10 autres qu'on a soignés, je ne sais pas combien. On ne nous dit pas avec quoi on les a soignés. On fait la danse Bafia. Cette zone du Cameroun que j'aime bien. On va devant et on va derrière. On ne sait pas là où on veut nous conduire. Mais les Africains doivent refuser carrément les vaccins qui vont venir de là. Soyez bénis abondamment. Merci, merci. Je crois qu'au dernier chiffre que j'avais hier, on était autour de 600, 650 infectés. Infectés, oui. 650. Oui, 17 guéris, on ne sait pas comment ils ont été guéris. Oui. On ne dit pas. 9 morts, n'est-ce pas? On parle de 9 morts. Mais ce que j'étais justement en train de dire avant que tu aies un appel là, c'est que on ne parle pas des autres morts qui n'ont pas de valeur. Tu as suivi cette histoire, pour la première fois, un enfant est né d'une maman de Covid-19. Oui, oui. Moi, j'ai vu des enfants, au moins une dame dans notre église qui a fait 3 ou 4 enfants d'un trait, parce qu'elle était pauvre. Les enfants avaient finalement grandi, elle était en voodoo à l'époque. Elle avait fait 3 ou 4 enfants, n'est-ce pas? Non, il y a un qui était mort. Un qui était mort dans la misère. On n'a jamais su. Et qui devait me... Elle n'a pu prendre soin de ses enfants, surtout que la famille était très misérable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez qu'on parle de vous, si vous attraper cette histoire-là, et là, le lendemain, la soeur, elle me fait un enfant, je ne sais pas quoi, on va dire que né d'un père et d'une mère du Covid-19. Voilà où nous sommes arrivés aujourd'hui. Les morgues sont pleines. J'ai souvent fait la levée de corps. Souvent, même l'heure... Vous ne reçez pas, même vous trouvez, comment je vais dire, vous mettez dans le programme, il y a tellement de cadavres. On n'en parle pas. Et parfois on vous dit, faites vite, hein, vous évacuez la place, vous cédez la place juste aux pour autres. rebondir un peu sur ce que disait Théo tout à l'heure, il y a quelque chose qui est très important, et même tu en parlais tout à l'heure, c'est les personnes qui guérissent. Si je peux bien comprendre qu'on n'ait pas envie de faire rendre public pour qu'on n'arrive pas de traitement, pour qu'on n'arrive pas à l'automédication, c'est devenu le secret de marabouts. qu'on organise un séminaire pour les médecins, pour leur dire voici le protocole qui a amené à la guérison. C'est élémentaire. Pourquoi est-ce que chaque personne, dès que le docteur Raoult essaie de dire là-bas que moi j'ai guéri des gens,
il devient la bête noire. Tout le monde commence à tirer sur lui. Mais tant qu'à faire, c'est Kodoki disait que le gars qui est en train de se noyer, même si c'est sur le serpent, il va s'accrocher. J'ai malheureusement pensé à ça avant. J'ai les médecins, professeur Benoît ici, qui ont trouvé un médicament, disent-ils, oui. tu sais pas, j'ai lu ça, voilà. Quelque chose comme ça, à moins de 3 jours, ils les ont testés dans des grandes écoles, des grandes facultés, je sais pas, de sciences et autres là, ça marche. Ils l'ont dit, ça c'est pas moi qui le dis, le ministère de la recherche scientifique, Benoît, ça marche. Mais pourquoi chez nous c'est le contraire? Est-ce que nous devons continuer à suivre, à marcher dans la jupe de l'homme blanc? Pasteur Franquin, d'autant plus que cette chloroquine, cette fameuse chloroquine, j'étais scandalisée de découvrir que l'OMS avait interdit aux pays africains de produire de la chloroquine qui est faite à base de plantes qui poussent ici en Afrique. C'est le laboratoire français Sanofi qui produisait la chloroquine qu'on utilise ici. Donc, elle nous revient du coup plus cher. Nous sommes interdits de production. Alors qu'on pouvait en produire. Et quand bien même il y a des médicaments qui sont produits ici, ça se fait souvent par de grands laboratoires français sous leur supervision. Alors qu'on a des personnes qui sont bien instruites, qui ont fait des recherches, Vous n'avez pas remarqué que l'Europe ne traite pas avec l'OMS? Est-ce qu'on va donc dire comme Gérald de Gaulle parlant de l'ONU que c'est un machin l'OMS? Mais l'OMS, il parle qu'en Afrique. En Europe, c'est les laboratoires qui décident et les injonctions sont données à l'Afrique, mais pas à l'Europe. Comme le Fonds monétaire international, il traite avec l'Afrique. Quand l'Europe a des problèmes, c'est pas il faut ouvrir les yeux en fait sur cette histoire. Mais quand nos dirigeants vont ouvrir les yeux, finalement, comme on dit en anglais, ne sont-ils pas des puppets dirigeants? Ça veut dire des marionnettes, nos dirigeants africains, du Sénégal jusqu'à Djibouti. En réalité, aujourd'hui, il y a une crise de leadership. La crise de leadership, elle est d'autant plus grande qu'aujourd'hui, les personnes sont de plus en plus viles. Ces personnes qui sont censées diriger les peuples quelque part cherchent à diriger les sous vers leur poche. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut qu'on arrive à ce constat. Ce constat, c'est que nous sommes mal dirigés. Nous sommes mal dirigés. Bon, après, chacun se fera son opinion, mais moi, je pense qu'il y a mieux à faire que de... Il faudrait que chaque Africain se lève et commence à regarder personnellement, individuellement, qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer son quotidien, dans la mesure où les gens qui parlent en notre nom, à mon avis, ne sont plus légitimes. Ils nous ont toujours vendu et vendu et vendu depuis pour la terre négrière. Certains présidents africains ont pris des milliards, n'est-ce pas, de l'OMS pour obliger ou amener le peuple à accepter la vaccination. Maranat avant Antranga, Casimir en 30 secondes, quelle est la situation de la caisse? C'est vrai que ce silence, est-ce que les choses ont évolué? On n'a pas encore 50%. Allons-y en quelques secondes. Oui, pour le moment, nous sommes encore à 45 000. Donc, je ne sais pas si c'est Corona qui... Corona qui appelle les gens de soutenir l'émission. De soutenir l'émission. Bon, nous attendons toujours le soutien des uns et des autres. Je réponds au 675 58 21 38, le 694 61 52 67. Maranatha Antranga, Papa Raphaël était à la régie d'antenne, n'est-ce pas? Casimir était à la mise en onde. Le canton de Bariton nous a rejoints. Nous vous disons au revoir et à demain s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.